Bientôt sur pied une commission dialogue et réconciliation. Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui un projet de décret dans ce sens. La recherche du dialogue par la réconciliation en toutes les communautés maliennes sera sa mission principale. Elle sera directement rattachée à la présidence de la République. Le commandanté n'est plus. Le peuple vénézuélien pleure son président. Hugo Chavez n'a pas pu vaincre le cancer. Il s'en est allé à l'âge de 58 ans. Cette figure emblématique de la révolution bolivarienne laisse derrière lui un pays en plein essor. Et nous commençons ce soir nos dossiers spéciaux 8 mars, journée internationale de la femme. Focus ce soir sur les femmes et leur paillage, à suivre Fanta Sangaré sur les sites de Kenyeba et Kankaba, et c'est en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal que nous ouvrons avec le Conseil des ministres tenu aujourd'hui sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré. Ibrahima Diombele, bonsoir et c'est à vous. Merci, bonsoir Niania, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires, sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission de dialogue et réconciliation dans le cadre de la recherche d'une paix durable et de la réconciliation nationale. La feuille de route pour la transition approuvée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2013 a prévu la création d'une commission de dialogue et réconciliation en vue de faciliter la recherche des voies et moyens susceptibles de sortir notre pays des crises récurrentes. Le projet de décret adopté consacre la création de cette commission pour une durée de 2 ans. La commission de dialogue et réconciliation a pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. À ce titre, elle est chargée, entre autres, de recenser les forces politiques et sociales concernées par le processus de dialogue et de réconciliation, d'identifier les groupes armés éligibles au dialogue conformément à la feuille de route pour la transition, d'enregistrer les cas de violation des droits de l'homme commis dans le pays au début des hostilités jusqu'à la conquête totale du pays, de proposer les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à surmonter les traumatismes subis par les victimes, d'identifier et de faire des propositions pour la réalisation des actions destinées à renforcer la cohésion sociale et l'unité nationale. Constituée de façon inclusive de toutes les composantes de la nation et de tous les acteurs de la crise, la commission dialogue et réconciliation sera placée auprès du président de la République. Sur le rapport du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Conformément aux dispositions de la loi portant code des personnes et de la famille, la nationalité malienne est accordée par voie de naturalisation aux personnes suivantes. Messieurs Daher Assoumani Diaotombo, né à Befelatanama, République de Madagascar. Madame Michel Grazelia Ifuta Arazingue, née à Libreville, République du Gabon. Monsieur Désiré Guéli, né à Lomé, République du Togo. Monsieur Bertin Bessanga Bessang, né à Yaoundé, République du Cameroun. Monsieur Galeb Tarini, né à Abba, République du Liban. Monsieur Fontaine Dindayono, né à Kagano, République du Rwanda, et M. Maurice Kopé, né à Dakar, République du Sénégal, M. Jean-François Edoké, né à Yaoundé, République du Cameroun, M. Rui Kamel Reda, né à Rarié, République du Liban, Madame Rui Fatme Gassan, né à Rairé, République du Liban, M. Mohamed Lamine Haïtouti, né à Alger, République algérienne, M. Janvier Moussa Moma, né à Yongben, République du Cameroun.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, directeur général du Centre de formation des collectivités territoriales, Madame Koulibaly Thérèse Nanouma Samake, planificateur, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Gao, Monsieur Adama Kansai, administrateur civil, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Kidal, M. Mamadou Thiam, administrateur civil, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Kaï, M. Intala Ag Ersil, administrateur civil, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la région de Kidal, M. Mamoutou Baladambele, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur du district de Bamako, M. Seydou Khalifa Traoré, administrateur civil. Conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Gao, M. Ibrahim Arbankana, ingénieur de la statistique. Conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur du district de Bamako, M. Barou Guindo, ingénieur de l'agriculture et du génie rural. Préfet du cercle de Kita, M. Sekou Samake, administrateur civil. Préfet du cercle de Yelimane, M. Daniel Dambele, administrateur civil. Préfet du cercle de Koulikoro, M. Marc Darara, administrateur civil. Préfet du cercle de Bankas, M. Sekou Amadou Denon, administrateur civil. Préfet du cercle de Koro, M. Adama Koulibaly, administrateur civil. Préfet du cercle de Niafunke, M. Aluseni M. Maïga, administrateur civil. Préfet du cercle de Bourem, M. Issakone, administrateur civil. Au titre du ministère des Mines, directeur de l'autorité pour la promotion de la recherche pétrolière au Mali, M. Lamine Alexis Dambele, ingénieur de l'industrie et des mines. Au titre du ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme, conseiller technique, M. Jacques Sissé, inspecteur des impôts, directeur général de l'Office malien de l'habitat, M. Modibo Kadjoke, juriste. Au titre du ministère de la communication, chargé des missions, Mme Oumou Berté, administrateur des arts et de la culture. Nana Aliou. Merci, Baïma Djambélé. Merci. Et je vais revenir plutôt sur ce projet de décret portant création de la commission dialogue et réconciliation qui a été adopté en conseil de ministres à l'intention des médias. Le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions anime avec le directeur de cabinet de la primature une conférence de presse demain jeudi à 15h dans la salle de conférence de son département. Et nous allons poursuivre ce journal avec ce message de condoléances du professeur Djonkouda Traoré, président de la République par intérim suite au décès du président du Venezuela, Hugo Rafael Chavez. Le président de la République, le professeur Djonkouda Traoré, a appris avec tristesse et émotion le décès le mardi 5 mars 2013 du président de la République bolivarienne du Venezuela, M. Hugo Rafael Chavez. À cette douloureuse circonstance, le président de la République adresse ses condoléances les plus attristées au gouvernement et au peuple vénézuélien. Le président de la République, le gouvernement et le peuple du Mali s'associent aux deuil qui frappe le Venezuela et prient pour le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. Le Mali garde du président défunt l'image d'un leader charismatique et un infatigable artisan de l'amitié et de la solidarité sud-sud. Les Maliens se souviennent encore de la visite mémorable que le président Chavez a effectuée dans notre pays en août 2006 et qui a permis de renforcer les bases de la coopération très prometteuse entre la République bolivarienne du Venezuela et notre pays. Cette coopération s'est matérialisée, entre autres initiatives, par la construction de logements test dans la banlieue est de Bamako, à Niamana, appelé communément Venezuela. Daigne Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux l'accueillir à son paradis. Amen. Signé professeur Djonkouda Traoré, président de la République par intérim.
Les autorités vénézuéliennes ont annoncé qu'une élection présidentielle serait organisée dans un délai de 30 jours. Et ici au Mali, l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela informe qu'un registre de condoléances sera ouvert à partir du jeudi 7 au vendredi 15 mars 2013 de 10h à 17h à l'ambassade sise à Badalabougou Ouest près du Palais de la Culture. Les membres de la commission paritaire ACP-UE poursuivent leur visite de travail au Mali. Hier, ils étaient en conclave avec notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Tchema Hubert Koulibaly en a profité pour éclairer la lanterne de ses hôtes de marque par rapport à l'évolution de la situation au Mali. C'est ce que nous dit Isaac Chinou. Cette séance de travail entre le ministre des Affaires étrangères et les parlementaires de la commission paritaire ACP-UE a permis au ministre Tchema Koulibaly de faire le point de la situation au Mali tout en faisant état des efforts du gouvernement malien. À l'issue de la rencontre, Louis Michel, coprésident de la commission, n'a pas caché ses sentiments. J'ai été impressionné par l'autorité, par la détermination, par la clarté, par la justesse d'analyse et par la justesse aussi et par la vision. Et donc nous sortons d'ici enrichis, renforcés dans notre conviction que l'Union européenne doit se mobiliser, que la communauté internationale doit se mobiliser pour faire en sorte que le Mali serve aussi d'une certaine manière d'exemple. La clarté de l'exposition du chef de la diplomatie malienne et les constats faits par ses hôtes au cours de cette mission au Mali permettront à ces derniers de mieux défendre le dossier Mali auprès des instances internationales. Nous allons relayer les sollicitations qui sont faites par les autorités que nous avons rencontrées pour encore renforcer l'aide européenne aux autorités maliennes, pour renforcer que ce soit en moyens directement opérationnels, mais que ce soit aussi en moyens financiers, en moyens économiques, de manière à ce que le volet économique du développement puisse aussi être pris en compte. Vous savez, il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas une vision pour la société malienne de demain. Et il n'y aura pas de développement économique s'il n'y a pas la stabilité, s'il n'y a pas la pacification, s'il n'y a pas la réconciliation. La réconciliation ne peut se faire qu'avec des gens de bonne volonté, de bonne foi et des gens qui de façon définitive reconnaissent l'intégralité du territoire et l'intégrité territoriale de leur pays, des gens qui n'utilisent pas les armes pour dialoguer. L'objectif des parlementaires européens est de toucher du doigt les problèmes que vivent les Maliens dans leur quotidien avec en priorité la quête de la paix. L'organisation des élections dans les brefs délais, la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et les aspects sécuritaires ont été largement débattus lors de la rencontre entre les regroupements politiques du Mali et la mission des parlementaires européens. Mamari Koni nous en parle. Cette rencontre entre la mission de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE et les regroupements politiques de notre pays a été un véritable cadre d'échange autour des préoccupations du moment. Il s'agit notamment de l'organisation des élections dans les meilleurs délais, la mise en place de la commission de réconciliation et de dialogue, ainsi que le redéploiement politique. Moi, je pense que nous avons assisté à une réunion qui était fort intéressante dans la mesure, pour la première fois depuis longtemps, les partis se parlent à nouveau entre eux. Et il y a quand même, semble-t-il, un consensus sur la nécessité d'organiser des élections dans les meilleurs délais. On a parlé du fichier biométrique, on a parlé du retour des réfugiés, on a parlé du retour de l'administration, et nous allons demain, ma délégation va rencontrer le ministre qui est en charge de l'organisation des élections, les gens de la Commission électorale nationale indépendante, le directeur général des élections, et je leur ai promis de leur transmettre la semaine prochaine une sorte de relevé exhaustif de ce qui sont les préalables pour une bonne élection. Les responsables politiques ont salué l'arrivée de cette mission parlementaire avant de se réjouir de la tenue de cette rencontre. Nous sommes satisfaits que nous ayons créé un cadre d'échange et de discussion. Maintenant, nous verrons dans les prochains jours et les prochaines semaines l'usage qui sera fait de ce que nous avons dit, mais nous présumons que c'est le meilleur usage qui en sera fait. À travers cette mission, l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE veut collecter le maximum d'informations afin d'aider notre pays à sortir de l'impasse.
Passage obligatoire pour les parlementaires européens afin de mieux cerner les contours de la crise du Nord. Il s'agit des sites des déplacés. Louis Michel et sa délégation ont justement rendu visite cet après-midi aux 450 déplacés des sites de Niamana, Niamakoro et Bakodjikoroni. La rencontre qui s'est déroulée au centre de formation de Niamana a permis aux parlementaires de s'enquérir des conditions de vie de ces victimes de la crise. Ramata Konati. Cette visite des parlementaires ACP-UE a été riche en informations. Informations sur les effets de la crise du Nord et les conditions de vie des populations déplacées. Au dire du directeur national du développement social, ils sont au nombre de 208 000 réfugiés maliens et environ 158 000 déplacés vivant à l'intérieur du pays. Parmi ces derniers, 450 vivent dans les centres de formation de Niamana, Niamakoro et Bakodjikoroni. Une rencontre avec ces déplacés a permis aux visiteurs de s'imprégner de certaines réalités. On a eu des témoignages de femmes qui disaient qu'il y avait une telle violence qu'elles sont parties. Et ici, elles ont reçu un accueil par rapport au gouvernement actuel du Mali et par rapport à toute l'aide internationale. Leur espoir, c'est de revenir sur leur terre. Maintenant, notre rôle, ça va être d'informer tous les députés du Parlement européen, d'informer aussi la communauté internationale pour qu'il y ait encore plus de soutien aux initiatives qui sont faites, pour aider justement les réfugiés à revenir sur leur territoire. C'est pourquoi le représentant du ministre en charge de l'action humanitaire a salué cette visite des parlementaires étrangers. J'espère que cette visite va permettre de faire connaître au monde entier l'action de tous ces groupes armés. Souvent au niveau international, il y a des gens qui comprennent pas très bien, qui pensent qu'il y a certains groupes qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Mais je crois que les parlementaires eux-mêmes ont vu, ils ont visité, ils ont séjourné, ils pourront expliquer à tous ce que c'est que tous ces groupes armés. Cette visite des parlementaires ACP-UE se situe dans le cadre d'une mission d'information et d'études sur la situation au Mali. La mission qui a débuté hier mardi va durer 3 jours. Visite marathon de la délégation européenne avec le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. Il a été question de la situation socio-politique et économique. La délégation s'est aussi rendue à l'Assemblée nationale pour un déjeuner à Guibou Koulibaly. Après la rencontre des parlementaires Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne avec leurs homologues du Mali, c'était le tour de la représentation spéciale de la commission de la CEDEAO au Mali d'être reçue par la mission. Au menu des échanges, la situation politico-sécuritaire au Mali, l'organisation des élections prochaines. Quels sont les moyens que l'Union européenne peut mettre à la disposition du Mali pour encore renforcer la mission de la France et d'autres partenaires dans la lutte contre le terrorisme? On a parlé des élections. Est-ce qu'il faut faire des élections? Est-ce qu'on a le temps d'organiser de bonnes élections pour juillet? Nous pensons que oui. Les élections, c'est une question de volonté politique. La question du retour des réfugiés est au centre de cette question. On a parlé de la commission de dialogue et de réconciliation, qui est importante en soi, mais qui ne sera certainement pas, qui n'aura pas terminé ses travaux avant les élections. Il est important qu'un signal fort soit envoyé aux Maliens, qui serait un signal de retour à l'ordre constitutionnel, à l'ordre démocratique. Et alors, comment fait-on pour avoir une sorte de plan Marshall de redéploiement économique et social dans les parties les plus pauvres et celles qui ont le plus difficile, dans le fond, à se développer? Comment faire pour ramener l'administration qui a été complètement détruite par les exactions, notamment des djihadistes? Comment faire pour restaurer les services socio-éducatifs dans toutes ces zones? Selon le député européen, avec la situation qui prévaut dans le pays, le Mali doit choisir ses interlocuteurs pour la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation crédible. On ne peut pas imaginer que des personnalités ou des personnes qui ont pris les armes ou qui ont encore toujours des armes fassent partie du dialogue. Mais c'est les Maliens qui doivent décider qui sera à la table de ces négociations. Nous pensons qu'il faut aussi que ce dialogue se passe sur le terrain, au niveau régional, local. Après la rencontre de Louis Michel avec le représentant spécial de la commission de la CEDEAO au Mali, le président de l'Assemblée nationale du Mali et ses hôtes se sont retrouvés autour d'un déjeuner, certainement pour prolonger les échanges sur des questions d'intérêt commun.
La MISMA a tenu aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de la situation dans notre pays. L'une des principales informations, c'est la rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO le 8 mars prochain pour l'intégration de la République du Tchad à la MISMA et la transformation de la MISMA en casque bleu. Mamadou Bagayugo, les détails. Une conférence de presse sans détour. Le porte-parole de la MISMA a tout de suite tenu à rassurer que les troupes tchadiennes et françaises combattent avec la même détermination à Kidal. À la question de savoir pourquoi les autres contingents de la MISMA ne sont toujours pas à Kidal, la réponse du porte-parole de la MISMA est très claire. Ce n'est pas tout d'aller à Tessalitou ou à Kidal. Il faut assurer les arrières. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Quand nous aurons fini avec la première phase, le CONOPS 2 arrive. Le CONOPS 2 sera adopté par les chefs d'état-major de la CEDEAO et celui du Tchad le 8 mars. Au cours de cette réunion, beaucoup de questions seront abordées, notamment l'intégration du Tchad dans la MISMA, la transformation de la MISMA elle-même en casque bleu. Et contrairement à ce que bon nombre de gens pensent, la France bénéficie de l'aide de l'Union européenne. Ce qui est arrivé au Mali peut arriver à n'importe quel pays de l'Afrique. Je ne peux pas se prendre la CEDEAO, puisque le Moudiao avait déjà programmé la CEDEAO. La question d'argent, mon frère, moi je ne vais pas là-bas sur ce terrain. Les hommes politiques, ils vont s'asseoir, ils vont définir. Le moindre centimètre carré du Mali doit être libéré. Pas surprenant que les journalistes veuillent savoir si les leaders terroristes Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar sont bien morts. Le colonel Yao Adjoumani répond « Je ne dis pas que ce que les autres disent est faux, mais je ne sais pas ». Et il faut savoir que les zones d'intervention pour les humanitaires sont classées en 3 catégories. Les zones Go, il s'agit de Ségou, Mopti, Sévaré. Les zones Go avec prudence, Tombouctou, Gao, Ansongo. Les zones non Go, Kidal et Tessalita. Remise de dons à l'armée nationale, les Maliens de la diaspora, le quartier Bunzola et ses commerçants ont donné environ 13 millions de francs CFA. Les précisions, c'est avec Abdul Karim Kaba. À l'hôtel des finances, c'est environ 13 millions de francs CFA qui ont été donnés par les Maliens de l'extérieur et de l'intérieur. Le quartier Bunzola et ses commerçants ont donné 1 million. Les Maliens de la Mauritanie, ceux du Conseil du Nigeria, la section UR2 du Gabon et le Conseil des Maliens du Burkina Faso ont contribué à hauteur de 11 300 000 francs CFA. Ceux de Iowa aux États-Unis ne sont pas restés à marge. Ils ont donné 510 000 francs CFA. C'est avec beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de fierté que nous nous sacrifions à cet exercice important quand on sait que nos compatriotes de la diaspora vivent dans des conditions souvent très difficiles et malgré ces difficultés-là, ils ont quand même tenu de participer à l'effort de guerre. Quant au ministre Koulibaly, au nom du président de la République par intérim, a fait part de toute sa gratitude. Lorsqu'on va d'une situation de paix à une situation de guerre, que du jour au lendemain, on envoie des milliers d'hommes sur le terrain qui sont éparpillés partout à travers le pays, cela peut arriver que un détachement donné reçoive une dotation donnée 2 heures de retard, avec 2 jours de retard, ce qui peut arriver. Sinon, les dispositions sont prises par le gouvernement pour que nos soldats ne manquent de rien. Les dispositions étaient déjà prises dans le budget 2013. Ce que les citoyens sont en train d'ajouter est un plus. Pour le moment, est dans un compte. On l'a pas encore dépensé. Mais quelle que soit la durée de cette guerre-là, l'armée du Mali ne manquera de rien. Nous avons les ressources pour le faire à Sebagné, à Kariabana. Cette donation des Maliens de l'extérieur complète la contribution de la diaspora à 313 millions de francs CFA. Au niveau de l'ensemble des dons pour l'armée, la caisse s'élève à 1,7 milliard de francs CFA, a confirmé le ministre de l'économie, des finances et du budget. Arrestation à Léré et à Ténékou de 8 terroristes et la saisie d'un important arsenal militaire, une franche collaboration population et militaire du Fizo Ouest. De Ségou, le reportage de Sibiri Konaté, Madi Koulibaly avec la voix de Brahima Kouni.
L'armée malienne et ses alliés continuent de façon progressive la traque des fous de Dieu ou encore des prosélytes éméchés par la drogue qui s'étaient confortablement installés dans les septentrions de notre pays. Grâce aux renseignements fournis par les populations de Léré et de Téninkou, le groupement tactique interarmes numéro 7, en contrôle de zone à Léré, vient de mettre la main sur 8 terroristes, dont un chebab somalien. Au niveau de Téninkou, on a été renseigné par la population et il y a un islamiste qui se balade en ville là-bas. Donc on nous a donné les renseignements nécessaires. Donc c'est ce qui nous a permis de l'arrêter. Pour les 7 autres, on est parti jusqu'au niveau de Léré avant de passer à la fouille de la ville. Les mêmes populations nous ont renseigné sur la présence de ces 7 éléments en ville qui étaient déguisés en civil pour venir faire le marché hebdomadaire. Quand ils ont entendu ça, ils ont fui pour aller se cacher dans les maisons abandonnées. Donc la population les a encerclés et nous a appelés. Donc on est venu les arrêter. À la fin de nos investigations, il s'est avéré que réellement ces gens appréhendés par la patrouille militaire, contre eux ont été réunis des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation pour rébellion et agression d'un pays de tout un État. Le colonel Cheikh Amala Sidibé, commandant le FISO Ouest, a appelé tous les Maliens à suivre cet acte patriotique des populations de Léré et de Téninkou. C'est un appel à l'endroit de toute la population malienne et en particulier à la population dans le FISO Ouest que je commande. Donc il s'agit de collaborer très franchement avec les forces armées et de sécurité pour traquer les bandits armés que vous voyez derrière moi, qui constituent une menace très sérieuse pour la quiétude dans notre secteur et dans le Mali en général. Cette action du groupement tactique interarmes numéro 7 contribue à affaiblir davantage ces fanatiques déchaînés, voire les anéantir. Les élus de la région de Tombouctou étaient face à la presse pour faire le point de leur rencontre de Saly au Sénégal, une assise qui s'est tenue les 21 et 22 février dernier. Moussa Fane, les commentaires. Après leur rencontre à Saly, une ville sénégalaise, les élus et la société civile de la 6e région ont voulu rencontrer la presse. Objectif, rendre public le contenu de leur déclaration élaborée à Saly. Dans ce document, il invite tous les ressortissants de la région à cultiver la paix entre les communautés et lance un appel à tous pour le retour au bercail. Nous sommes des Maliens, nous sommes une nation, nous sommes une république et quel que soit le problème qui arrive, nous sommes condamnés à vivre ensemble pour assurer notre développement. Nous pensons qu'il nous appartient, nous, Maliens, de nous asseoir pour dire qu'est-ce qu'on veut, entre nous déjà et puis avec l'ensemble des Maliens. Les initiateurs de la rencontre ont invité tous les Tombouctoutiens à la retenue afin d'éviter tout acte de vengeance. Collaborer avec l'armée, donner toutes les informations pour éviter que des gens ne puissent s'infiltrer entre les populations pour pouvoir compliquer la mission de nos forces de sécurité et de défense. De ne pas se faire justice soi-même, de dénoncer quand on a la preuve, mais aussi de ne pas dénoncer l'innocent parce qu'on a un problème à régler avec lui. Les organisateurs ont également invité la population à avoir un esprit de pardon pour faciliter les retours à la normale. La chaîne américaine La Voix de l'Amérique est désormais plus proche de son auditoire malien, émettant dans un rayon de 100 km à partir de Bamako. Cette chaîne s'intéressera à l'économie et l'éducation de notre pays, entre autres. Ces émissions seront animées en français et en soraï. Le lancement de la station FM s'est déroulé ce matin à Bamako au cours d'une conférence de presse. Tchemoro Konati. La Voix de l'Amérique, 102 FM. Cette chaîne américaine renforce ses capacités au grand bonheur de son auditoire à Bamako. La Voix de l'Amérique vient de nouer le partenariat avec l'Office des radiodiffusions télévision du Mali. Elle va désormais émettre à travers un relais dans un rayon de 100 km à partir de Bamako. Les différentes émissions se feront en français et en songoï. Nous voulons informer, nous voulons être un parti de conversation ici, entre les gens. Avec cette nouvelle station, le paysage médiatique malien s'enrichit aussi bien quantitativement que qualitativement. Bien que la Voix de l'Amérique soit financée par le gouvernement américain,
il n'y a aucune influence du gouvernement sur son contenu ou ligne éditoriale. Il s'agira de mettre en relief l'économie et l'éducation à travers des débats, des analyses et des enquêtes. L'autonomisation des femmes est également au cœur des préoccupations. Le représentant du ministre des tutelles, Alassane Suleiman, n'a pas manqué d'épithètes pour qualifier cet outil de développement qu'est la radio. La voix de l'Amérique n'est plus à plaisanter. Elle est une des grandes références de la radiodiffusion dans le monde. Elle est, comme son nom l'indique, véritablement la voix de la Grande Amérique. Et cette voix, elle porte. Elle porte loin depuis ses quartiers à Washington jusque sur les sables fins et les savanes arborées du Sahel malien. Aujourd'hui, la VOA sera entendue à Bamako, désormais toute la journée, en continu, sur une fréquence filière propre. Le département des tutelles fonde beaucoup d'espoir sur cette chaîne pour l'organisation des prochaines élections. Et après ce lancement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dambélé, a reçu cet après-midi une délégation de la Voix de l'Amérique, conduite par son directeur, David Esson. La délégation était venue échanger avec le chef du département de la communication sur le lancement de la station FM de la Voix de l'Amérique. Le ministre Dambélé a assuré ses interlocuteurs de la totale disponibilité des autorités nationales à les accompagner pour la réussite des différents projets. Visite du ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales à Ségou. Objectif, parler aux acteurs de l'école des missions assignées au gouvernement. Prima Kone, correspondance. Il est 8h30. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, accompagné d'une forte délégation, commence à sillonner les écoles fondamentales et secondaires de Ségou qui ont dit non à une grève de 48 heures décrétée par l'AEM. Parmi ces nombreux établissements qui travaillent pendant cette grève échouée, le groupe scolaire de Sonukura et le lycée technique de Ségou. Autres établissements visités, ce sont l'Institut de formation des maîtres, l'école pour la formation des éducateurs préscolaires, l'école maternelle de Sébougou et le lycée privé ICRA. Cela s'appelle un exercice de proximité hautement pédagogique pour une remise en scène de l'école malienne. Cette démarche nous comble et nous rassure. Aussi, devient-il opportun, en pareille circonstance, de faire un succinct rappel de l'état des lieux dans notre académie. L'année scolaire 2012-2013 s'est effectuée dans des conditions satisfaisantes en dépit du contexte de crise, et cela au niveau des différents ordres d'enseignement. J'ai enseigné aux enfants qu'il faudrait plus de solidarité. C'est ce que le peuple attend de tous. Au moment où ils sortent des classes, certains, leurs frères et sœurs, les Gao, Kidal, Tombouctou, eux-mêmes sont en errance dans les pays voisins ou à l'intérieur du pays dans des conditions autrement plus difficiles. Le ministre Bokar Moussa Diarra s'est dit porteur d'un message gouvernemental qui consiste à adoucir les ressentiments de la guerre et à s'apprêter pour des élections libres et transparentes, ce qui a valu une rencontre avec tous les acteurs de l'école. Les échanges ont porté sur, entre autres points, la moralisation des examens et la relecture du cahier des charges des établissements privés. Il ressort aussi de cette rencontre que l'Académie de Ségou tient des cadres de concertation avec les collectivités territoriales et les autres partenaires de l'école pour identifier les problèmes et dégager des pistes de solutions. La lutte contre les plantes aquatiques nuisibles, l'Office du Niger est en passe de gagner le pari. Cela grâce à l'ingéniosité d'un inventeur particulier, Seydou Djiré. Le dispositif d'arrêt de la jacinthe d'eau qu'il a mis en place a permis à l'Office de maintenir les canaux d'irrigation propres, mais surtout d'amoindrir de 60% le coût d'entretien de ces canaux estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Découvrons ce génie malien avec Candesila. Malgré le contexte de crise que traverse notre pays, l'Office du Niger ne ménage aucun effort pour sécuriser la production au niveau de ces différentes zones. Parmi ces dispositions, l'entretien des réseaux d'irrigation qui, à un moment de l'histoire de l'Office du Niger, menaçait même l'existence du géant rigicole avec l'envahissement de ces canaux par des plantes aquatiques nuisibles, empêchant totalement l'écoulement normal des eaux. Aujourd'hui, cette menace ne constitue plus qu'un triste souvenir. Cela
grâce à la persévérance d'un homme, Serou Djiré. Ce quinquagénaire qui n'a jamais fréquenté une école française est l'inventeur du dispositif d'arrêt de la jacinthe d'eau qui sauva l'office du Niger. Monika sebe andara Gambi yorodora anya ye ukam maloforo bi da baba da kera de fer mais ale la jinde a jibi yele min eri woro jibe jigi mais eri woro min jibi yele to de bi nyaga nyaga tien ka daw kam maloka anya ye u yakati bidon ne siri juru dowla ka blauka maloforo dugmana na jiyele to jibe wuli ni kati bidon e bi mi nga dam maloka juru kisembo bale ka daka anye gwane miriya jigina o de la o ya fitini ne ka soro kana ere paran ka ke bilebele badi ka ndake giraju ni fibar ko yin parce que o maloforo ni nduye baba ere ka anya nya na top me ka dévier ka bo I hakla roka. Les dispositifs ont été d'un apport très important pour l'Office du Niger, car ça a permis de faciliter les irrigations et de lutter efficacement contre ces plantes. Au départ, l'Office pouvait mettre 1,2 milliard chaque année dans l'entretien, et de nos jours, ça ne dépasse pas 400 millions. Aujourd'hui, l'entreprise d'Anaya qu'il dirige emploie 38 personnes salariées permanentes et 200 à 400 personnes travailleurs saisonniers. Voilà, Seydou Djiré est à féliciter et à encourager. Les coordinateurs régionaux et techniciens du système d'alerte précoce sont à conclave à Bamako. C'est à la faveur d'une réunion technique d'évaluation de la campagne agricole 2012-2013. Reportage Fademba Keita. Selon les techniciens du système d'alerte précoce SAP, le déficit pluviométrique 2011-2012 a fait près de 5 millions de malnutris dans notre pays. C'est pour inverser cette tendance que les coordinateurs de la structure relevant du commissariat à la sécurité alimentaire tiennent la deuxième réunion d'expertise sur le sujet. Occasion pour eux de discuter et d'adopter les résultats définitifs des différents systèmes de production, l'évolution probable des prix des céréales. Cette campagne 2012-2013 s'est déroulée dans des conditions agroclimatiques suffisamment favorables. On s'attend à des productions bonnes, n'est-ce pas, dans le pays, excepté quelques poches. Une semaine durant, on passe en revue l'évolution des variables, n'est-ce pas, sur l'ensemble, n'est-ce pas, des communes, pour dégager quelle est, n'est-ce pas, la situation alimentaire de chacune de ces communes. La démarche doit permettre au gouvernement de prendre des mesures idoines pour une gestion efficiente de la situation alimentaire au Mali. De novembre à maintenant, vous avez pu parcourir le pays pour réévaluer et actualiser vos données sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale. Ainsi, je vous invite à analyser sans complaisance les résultats définitifs de cette campagne agricole 2012-2013. Le président de séance a aussi fustigé la hausse vertigineuse des prix des céréales malgré les bonnes perspectives de récolte. Il invite les participants à examiner avec minutie les conditions de vie des populations des régions du Nord dont la campagne a été perturbée par la rébellion. Le Programme alimentaire mondial PAM, partenaire privilégié du Mali, estime que les recommandations du groupe SAP issues de cette réunion d'expertise devront permettre au gouvernement de trouver des solutions durables aux problèmes de malnutrition. Première session de l'agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Au menu de cette session, un seul programme prioritaire, le redressement de l'organigramme de l'agence. Fatoumata Kone. Depuis 2011, notre pays a son agence de gestion du marché central à poissons de Bamako. Un marché peu connu du public, ce qui fait que ses activités tournaient au ralenti. Les activités du marché se résument à la conservation, la production, la commercialisation du poisson et de la glace. La création de cette structure devrait a priori permettre à notre pays de se hisser au rang des grands exportateurs de poissons de la sous-région. Mais malheureusement, du démarrage de l'agence à nos jours, des difficultés demeurent. Nous n'avons pas eu effectivement à exécuter un budget, sauf le budget propre qui tourne autour de 200 millions. Cette campagne défavorable de 2011-2012 a joué énormément sur le mouvement des pêcheurs. Et vous savez que la partie nord, c'est la partie poissonneuse du Mali. Ça couvre le delta central qui produit les 80% de la production nationale.
Pour cette première session, les administrateurs ont estimé le budget de la structure à 3,9 milliards de francs CFA. Cette somme permettra à l'agence de produire beaucoup plus et d'évacuer à temps le poisson et la glace. Le gouvernement a inscrit sur le budget national la réalisation des chambres froides d'une capacité de 100 tonnes en moins 40 degrés. Il faut avoir des moyens de stockage et de conservation. Il va y avoir un forage. Il y aura également la prise en charge du marché de détail. Auparavant, les administrateurs ont visité la salle de récolte de la glace, la chambre de stockage du poisson, entre autres. 11 ingénieurs conseils ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Bamako. Les ingénieurs conseils ont pour mission d'assurer la sécurité dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et des travaux particuliers. Après cette prestation de serment, à la cour d'appel de Bamako, présidée par Moussa Sarra Diallo, qui les a donc renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Prestation de serment ce matin de 11 ingénieurs conseils. C'était à la cour d'appel de Bamako. Voilà. À présent, place à notre dossier de ce journal, qui est d'ailleurs le plénier d'une série consacrée au 8 mars, Journée internationale de la femme. Ce soir, nous allons à la rencontre des femmes orpailleuses. L'exploitation traditionnelle de l'or place ces braves femmes au début et à la fin du traitement de ce métal précieux, tant convoité sur les marchés internationaux et très aimé par les femmes, surtout maliennes. Suivons Fanta Sangaré qui nous amène sur les sites de Kenyeba et de Kangaba. Au Mali, les femmes occupent une place de choix dans l'orpaillage, forme traditionnelle de production d'or. Elles sont au début et à la fin du traitement de ce métal précieux à Tabakoto, Kenyeba et Danga dans la commune rurale de Nouga à Kangaba. Les femmes pratiquent cette activité pour subvenir à leurs besoins quotidiens et aux besoins de la famille. Nous vivons de cette exploitation d'or grâce à laquelle nous subvenons aux besoins de la famille. Nous travaillons en symbiose avec nos hommes. Au début, ce sont les femmes qui creusent. À une certaine profondeur, les femmes cèdent la place aux hommes. Le bambou qui y sort est réparti en plusieurs tas. Les femmes lavent et extraient les minéraux contenus dans chaque tas. Elles sont là aussi pour transporter le minerai vers les lieux de lavage, activité qui leur est essentiellement réservée. Le processus d'extraction lui-même est un travail à la chaîne. Les femmes assistent les hommes dans l'extraction du minerai des puits creusés par ceux-ci. Elles tirent le banco du puits, dans ce cas sur 10 seaux, le 10e leur revient de droit. Ici, le gain devient une question de chance pour elles. Je viens de Ségou, m'installer à Bamako. Pour savoir que le puits contient de l'or, on teste le premier banco tiré là-dedans. S'il s'avère que le banco contient de l'or, on continue à creuser. Le travail se poursuit toute la journée durant. On ne part à la maison que lorsque ceux qui creusent se sentent fatigués. Dans tous les cas, cette répartition est loin d'être équitable. L'effort fourni par les femmes, c'est excessif. Nous solliciterons des partenaires pour pouvoir accompagner les femmes en créant des AGR pour les maintenir à la maison. Et c'est là le développement, parce que là, ils vont s'occuper des enfants pour qu'ils fassent l'école. Il y a certains enfants présentement qui ne peuvent pas faire les cours, qui ne peuvent pas suivre l'école, parce que le père, la maman, ils sont tous au placeur. Mais sans, ils ont des sources de revenus, leur permettant d'avoir de quoi vivre sans passer par le placeur. Ils vont revenir à la maison. Et le développement, c'est un instant qu'il sera global. Si de nos jours, l'orpaillage profite à beaucoup de femmes, son exploitation en toute saison doit être réglementée par les autorités du pays. Créer d'autres sources de revenus pour celles-ci leur permettra d'éviter la déperdition scolaire des enfants.
Voilà, un dossier signé Fanta Sangaré. Et la rédaction vous propose demain aussi un autre sujet, 8 mars. Il sera essentiellement axé sur les femmes déplacées, leur quotidien avant, pendant et après la guerre dans les différentes régions qui étaient sous occupation. Un document à ne pas rater. C'est un clin d'œil de la rédaction pour marquer sa solidarité avec les femmes du monde, particulièrement avec celles du Mali. Et ce numéro spécial, mars, du journal Wati, sera demain jeudi dans les kiosques, un numéro qui parle du rôle de la femme dans la consolidation de la paix au Mali. Il met en ligne les actes posés par les femmes. Numéro spécial mars du journal Wati, demain dans vos kiosques. Voilà. Point final à ce journal. À suivre après la météo, un reportage sur les activités du Bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Démarré en 2005, ce programme entame sa deuxième phase pour 3 ans avec 200 entreprises. C'est une réalisation de Sira Bachili. Et pour l'information, demain, retrouvez Amara Maledjalo à 20h. Mais avant cela, les éditions matinales vous seront présentées par Assata Ibrahim Maïga. Bonsoir et grand merci à vous qui nous regarde du Canada. Bonsoir à tous.